Où en sommes-nous? C'est toujours intéressant de faire le point pour voir où on en est dans le développement de l'enseignement. Vous vous souvenez sans doute de ce mur de connaissances que j'essaie de construire en partant de ce qui est le plus petit et le plus simple, ce sont les cristaux et les minéraux, et en allant vers le plus grand et le plus complexe, c'est la Terre. Donc on a déjà vu une introduction, je vous ai fait un bref historique du développement de la géologie et on a commencé le chapitre cristaux et minéraux. Alors dans ce chapitre, on a déjà vu quelques notions simples de cristallographie. On va commencer maintenant les édifices cristallins complexes et puis je vous parlerai des propriétés physiques des minéraux et on termine ce chapitre sur les cristaux et minéraux par les différentes classes ou familles de minéraux. Quelques mots sur ce qu'on appelle les édifices cristallins complexes, donc des assemblages macroscopiques de plusieurs cristaux. Premier type, c'est les agrégats cristallins à croissance parallèle qui regroupent des cristaux de même espèce qui sont en groupe avec des axes et des plans de symétrie parallèles entre eux. Quelque chose de bien connu, c'est ce qu'on appelle la croissance dendritique, comme celle de la glace sur une vitre, que vous voyez à gauche, ou les dendrites d'oxyde de manganèse sur des plans de couches qui ont été autrefois prises d'ailleurs pour des croissances végétales. Deuxième exemple, les macles. C'est deux ou plusieurs cristaux de même espèce, accolés ou interpénétrés et orientés suivant des lois géométriques. Soit un des cristaux a pivoté de 180 degrés par rapport à l'autre, autour d'un axe commun aux deux, c'est ce qu'on appelle l'axe de Macle, ou il est symétrique de l'autre par rapport à un plan qu'on va appeler plan de Macle. Alors je vous montre deux exemples ici, le spinel, où un cristal a tourné par rapport à l'autre, et le gypse. C'est le même cas, et par la même occasion, vous pouvez voir les indices de Miller dont je vous parlais au début, des différentes phases cristallines. Voilà quelques exemples en illustration. Vous avez à gauche la macle de la croisette de Bretagne dans un minéral qu'on appelle le staurotide. Souvent, ces macles portent un nom par rapport à leur géométrie. Donc là, vous avez clairement un cristal qui a tourné par rapport à l'autre. C'est le cas aussi pour la macle dite de la croix de fer de la pyrite, avec deux cristaux qui sont interpénétrés au milieu, et la macle dite en fer de lance du gypse. Et là, vous voyez qu'il y a un plan de macle entre les deux parties de la macle. Troisième exemple, c'est l'épitaxie. Alors, au contraire des croissances parallèles et des macles, l'épitaxie va associer des cristaux de nature différente. Cette croissance d'un cristal sur un autre est possible seulement si les mailles ne diffèrent pas trop au point de vue de leur constante cristallographique. Alors les deux exemples que je vous montre, c'est des petits cubes de fluorine, ce sont les petits cubes blancs sur de la wolframite, et à droite du rutile qui est rouge sur de l'hématite. Quelques mots sur les propriétés physiques des minéraux. Beaucoup de ces propriétés physiques sont en fait le reflet de leur composition chimique et de leurs caractéristiques cristallographiques et donc permettent leur identification. On va rapidement passer en revue les propriétés mécaniques avec le clivage, la cassure, la ténacité et la dureté. Les propriétés organoleptiques, ça concerne le goût, le toucher, la vue et l'odorat. Les propriétés magnétiques, les propriétés thermiques, donc la fusibilité,
les propriétés électriques, les propriétés de surface et les propriétés par rapport au rayonnement électromagnétique, et ce sera d'ailleurs un chapitre à part. Commençons par le clivage. Le clivage, c'est la propriété des minéraux, de certains minéraux, de se casser suivant des plans bien réguliers. Et en fait, ces plans, ils sont réguliers parce que ce sont des phases cristallines possibles, c'est-à-dire des plans dont les atomes sont très liés entre eux. Alors ces clivages, tout comme les phases cristallines, sont identifiés par les indices de Miller, ou alors par rapport au type de face. Par exemple, on va parler d'un clivage basal, ou encore certains clivages libèrent des polyèdres, qu'on appelle aussi des solides de clivage, qui sont appelés d'après leur forme. Si le clivage libère des petits cubes, on va parler de clivage cubique. Si le clivage libère des petits rhomboèdres, comme dans le cas de la calcite, on va parler de clivage rhomboédrique, etc. Donc, je vous ai parlé de la calcite à droite. Si vous regardez l'image en bas à gauche, c'est de la halite, c'est-à-dire du sel, qui, en se clivant, va libérer des petits cubes parce que la maille de la halite est cubique. Certains minéraux n'ont pas de clivage, donc ils ne vont pas se cliver, mais si vous tapez dessus avec un marteau, ils vont se casser, et ces cassures auront une orientation quelconque. Alors on peut donner un nom à l'aspect de la cassure. Par exemple, en bas à gauche, vous avez une cassure qui ressemble à une cassure de verre. On va parler d'une cassure conchoïdale. Et en bas à droite, vous avez une cassure tout à fait irrégulière. On va parler de cassure rugueuse, par exemple. La ténacité va refléter l'état de cohésion entre les ions du minéral et peut être décrite par des mots comme sectile pour le talc, ductile pour le cuivre. Ductile, on peut pratiquement le malaxer, élastique pour le mica, fragile pour la calcite, etc. La dureté s'évalue soit par un appareil que vous allez voir tout à l'heure, soit par comparaison avec une échelle de minéraux. Celle qui est la plus utilisée, c'est celle de Mohs, qui comprend 10 degrés de dureté et qui est basée sur des minéraux relativement courants. Voilà à quoi ressemble en pratique l'échelle de Mohs. Donc elle a été inventée par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs en 1812 et elle est basée sur des minéraux relativement courants, à part bien sûr le diamant. Et donc vous voyez, c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, avec le diamant en bas à droite. Alors, il y a des repères pratiques. Le 2, par exemple, c'est le gypse et c'est toujours rayable par l'ongle. Le 5, c'est l'apatite et elle peut être rayée par un couteau. Et le 7, c'est le quartz et il raye le verre. Depuis, on a bien sûr mis au point d'autres méthodes, celles-ci quantitatives d'évaluation de la dureté des minéraux. Par exemple, ce qui est représenté ici, c'est un microduromètre Vickers. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, l'appareil enfonce une pointe dans le minéral et la mesure correspond à la taille de l'empreinte. Plus un minéral est tendre, bien sûr, plus l'empreinte sera grande. La dureté est liée notamment à la densité du réseau cristallin et à la nature des liaisons entre atomes, donc elle peut varier pour un même minéral en fonction des directions qui sont envisagées.